Et on continue à évoquer cette actualité congolaise avec l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez été un temps candidat à la précédente présidentielle avant de vous désister en faveur de Moïse Katumbi. Une réaction pour commencer sur l'élection de Vital Kamerhe à la présidence de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Bon, écoutez, madame, nous ne pouvons que féliciter Vital Kamerhe pour son élection. Nous venons de l'attendre séance tenante. C'est ça. C'est un professionnel de la politique congolaise. Nous ne pouvons que le féliciter. Élection qui tombe donc 3 jours après ce que les autorités appellent une tentative de coup d'État. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec le verbatim ? Bon, écoutez, il est très difficile de pouvoir affirmer une version qui suscite beaucoup des doutes, parce que, comme vous le savez, un coup d'État ne vise pas un ancien ministre de l'économie, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Vital n'était plus ministre de l'économie. La question qui se pose, c'est pourquoi les insurgés n'ont pas attaqué le président de la République lui-même. Justement, toute la problématique est là, parce qu'un coup d'État ne vise pas un ex-ministre de l'économie, parce que Vital était élu député. Il avait choisi donc de ne plus siéger au gouvernement. Et donc, mais parce qu'il était pressenti président de l'Assemblée nationale. Bon, mais les coups d'État ne s'adressent pas à un président de l'Assemblée nationale, madame. Ça ne s'appelle pas un coup d'État. C'est ce qui est dit, en tout cas. Bon, c'est ce que j'ai dit. Moi, je pense que pour être professionnel, il faut attendre les éléments d'enquête, l'enquête qui a été initiée, pour pouvoir plus ou moins avoir la confirmation s'il s'agissait effectivement d'un coup d'État. Mais les éléments préliminaires à notre possession indiquent qu'il ne s'agit pas, en tout cas, d'un vrai coup d'État, parce qu'en fait, les coups d'État ne s'adressent pas à un ex-ministre de l'économie, un coup d'État ne s'adresse pas à un député national, un coup d'État s'adresse contre un président en fonction. Mais dans tous les cas, je crois qu'il s'agissait d'un dimanche, un jour non ouvrable et un jour où on ne pouvait pas avoir un président en fonction en train de travailler à 3h, 4h du matin. Alors l'autre question qui se pose, c'est évidemment la sécurité. Si un endroit qui est censé être le plus sécurisé comme le Palais de la Nation est attaqué, personne n'est en sécurité en RDC, encore moins dans l'Est. Écoutez, je pense que la question de la sécurité se pose effectivement avec beaucoup d'acuité, parce qu'effectivement, si le palais de la nation, le palais présidentiel, le lieu de travail d'un chef de l'État peut être assiégé par des inciviques de cette manière-là, il va sans dire que la sécurité de ceux qui ne sont pas à un niveau élevé, c'est-à-dire certaines personnes comme opposants, et on réalise que la sécurité pose effectivement beaucoup de problèmes. 5 mois après la présidentielle, on est toujours dans l'attente d'un gouvernement en RDC. Vous avez été consulté par le pouvoir ? Écoutez, le lieu n'est pas indiqué pour savoir si on n'a pas été consulté ou si on l'a été. Je crois que c'est pas vraiment la question du jour. Vous accepteriez si on vous proposait un ministère ? Non, voilà. Non ? Non. Vous avez soutenu Moïse Katumbi lors de la présidentielle. Est-ce que vous êtes toujours un très proche de Moïse Katumbi ? Bon, écoutez, c'était une alliance qui était ponctuelle, parce que elle était stratégique. Comme vous le savez, la question fondamentale, c'était de pouvoir unifier l'opposition pour pouvoir donner à celle-ci la chance de pouvoir vaincre les élections. Malheureusement, toute l'opposition n'a pas été unie, mais tout au moins, Moïse Katumbi a eu l'avantage de bénéficier notamment de mon appui, parce que je constitue quand même dans l'opposition un poids lourd, et comme vous le savez. Mais tout le monde le sait aussi que ces élections n'ont pas été transparentes, n'ont pas été équitables. Et donc, si elles étaient équitables et si elles étaient transparentes, certainement les résultats n'auraient pas été ceux qui ont été publiés.
Votre dernier livre vient de sortir, Économie politique des malédictions du développement aux éditions Brûlant. Vous vous demandez notamment pourquoi dans un pays comme la RDC, la population reste si pauvre. Écoutez, madame, ce livre, c'est un livre qui vient un peu bousculer la théorie d'explication du sous-développement, parce que, comme vous le savez, il y a plusieurs théories qui expliquent le sous-développement des pays du tiers-monde, notamment des pays africains. Et la question qu'on peut se poser au centre de ces livres, comment des pays comme la RDC, potentiellement riches, sont sous-développés et persistent dans le sous-développement. Comment un pays comme Haïti, et 400 ans, plus de 400 ans d'indépendance, reste dans le sous-développement jusqu'à aujourd'hui, alors qu'en contrario, vous avez des pays comme la Corée du Sud, qui avait presque le même niveau de développement que la RDC en 1960, des pays comme le Botswana, qui bénéficient des ressources naturelles, et pas aussi importantes comme celle de la RDC, ces pays se développent. Et donc, c'est une grande problématique que nous avons essayé d'examiner dans cette question pour essayer de trouver la vraie raison du sous-développement. Alors, vous évoquez la malédiction des ressources naturelles, la malédiction du climat, la malédiction des institutions, la malédiction des programmes d'ajustement structurel du FMI. La corruption n'est-elle pas une malédiction? Bon, elle est intégrée dans la gouvernance globalement, parce qu'ici, il s'agit d'une étude scientifique assez fouillée. Nous avons à peu près 4 blocs de malédiction que nous avons essayé d'examiner. La première malédiction, c'est celle que nous avons qualifiée de la malédiction du climat ou de la localisation géographique. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'études empiriques, beaucoup de théories économiques qui essaient d'expliquer la localisation géographique et la nature du climat tropical comme étant un facteur pouvant justifier le sous-développement de certains pays comme la RDC. Et la corruption dans tout ça? Parce que je rappelle que vous avez été accusé de corruption dans l'affaire du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo, procès prévu en juillet. Évidemment, vous êtes présumé innocent. Un mot sur cette affaire? Oui, je pense, peut-être que je peux d'abord terminer les 4 blocs et puis je reviens sur la question de la gouvernance, parce que c'est très important. On n'a pas beaucoup de temps, mais allez-y. Mais je crois que le livre en soi remet en cause certaines théories. Il y a notamment la malédiction du climat et de la localisation géographique. La deuxième série de malédictions, c'est la malédiction sur la race, et parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que la race peut justifier les sous-développements de certains pays. Le troisième bloc, c'est la malédiction de l'abondance des ressources minières. Là aussi, nous avons remis en cause cette théorie. Il y a aussi la malédiction du Fonds monétaire international, parce que certaines personnes ou certains chercheurs scientifiques pensent que le FMI constitue une cause sous-développement. Alors, le 5e bloc, c'est la malédiction des institutions. Ça, c'est une thèse que nous soutenons. Les institutions de mauvaise qualité engendrent le sous-développement et les institutions de bonne qualité engendrent le développement. Mais notre thèse que nous venons, apporter, c'est qu'il y a la thèse de la malédiction du leadership, en fait, et il y a l'antériorité. Monsieur Matata-Ponyo, quand vous êtes accusé de détournement de 115 millions d'euros, que répondez-vous à cela? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cette affaire? Nous avons déjà répondu plusieurs fois à cette question. C'est peut-être l'occasion de pouvoir les souligner. Cette interpellation ou ce procès de gouvernance sur le parc agro-industriel de Bukanga Lonzo était plutôt un procès politique, parce que ce projet n'a jamais été géré à la primature. Le Premier ministre ne gère pas de projet agricole. Vous pouvez vous imaginer que quelqu'un qui n'était impliqué ni de loin ni de près dans la gestion opérationnelle d'un projet puisse être accusé de détournement, alors que le ministre des Finances n'est pas concerné, le ministre de l'Agriculture n'est pas concerné, le ministre de l'Industrie n'est pas concerné. Et puis, madame, pour votre information, le parc était géré sous le format partenariat public-privé.
Donc il y avait une agence, une entreprise sud-africaine qui était chargée de la gestion du parc agro-industriel, qui a reçu tous les fonds. L'entreprise reconnaît avoir reçu tous les fonds et reconnaît n'avoir reconnaît n'avoir rétrocédé aucun fonds à qui que ce soit. Donc je crois que c'est un montage plus ou moins grossier qui mérite d'être plus ou moins clos. Et on laisse évidemment la justice faire son travail sur cette affaire. Augustin Matata-Ponyo, merci. Je rappelle que vous êtes ancien Premier ministre sous Joseph Kabila de la RDC. Ok.